les titres au Congrès pour la démocratie et le progrès, c'est toujours et encore la crise interne. Ce 10 décembre, quelques membres du bureau politique du parti ont effectué une sortie médiatique. Ils dénoncent la gestion du parti jugé solitaire par le président Edi Kombo-Ugo. Vous les entendrez dans un instant. Dans ce journal également, après les 48 heures de grève des étudiants des universités publiques de Ouagadougou, la réponse du ministère en charge de l'enseignement supérieur, le ministère en charge qui est revenu sur tous les griefs soulevés par les étudiants. Vous entendrez ces réponses dans ce journal également. Et puis, à Kaya, les déplacés internes logés au stade régional de la ville sont dans un état humanitaire assez critique. C'est ce que nous dit le collectif Appel de Kaya. Problème de nourriture, difficulté aussi d'assainissement. Vous verrez des images et aussi vous entendrez les témoignages tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Ce sera un journal assez spécial ce vendredi. Je vous explique rapidement. Nous garderons l'antenne jusqu'à 20h, heure à laquelle nous vous diffuserons le discours du 11 décembre du chef de l'État. Puis, nous reviendrons sur ce plateau pour un débriefing de l'allocution de Roch-Marc Christian Kaboré avec notre invité, M. Urbain Yameogo, enseignant-chercheur, conseiller spécial du président du FASO et membre du bureau politique du MPP. Nous sommes ensemble pour au moins 45 minutes ou 1 heure de temps. Voilà. Mais d'abord, avant l'actualité au CDP, et c'est toujours l'empoignade judiciaire-verbale entre partisans du président du parti, Edi Kombo-Ugo, et ceux restés fidèles à l'ancien président Blaise Compaoré. Dans ce bras de fer perpétuel, le camp Edi Kombo-Ugo a remporté une victoire judiciaire importante. Hier, la Cour d'appel près le tribunal de grande instance de Ouagadougou a autorisé le parti à organiser son 8e congrès ordinaire, initialement prévu pour les 4 et 5 décembre dernier, est finalement suspendu sur une décision de justice. Tout un imbroglio qui s'est poursuivi ce 10 décembre avec cette sortie médiatique d'une partie des membres du bureau politique du Congrès pour la démocratie et le progrès. Ils dénoncent le mode de gestion de Edi Kombo-Ugo qu'il juge solitaire et sa posture vis-à-vis de Blaise Compaoré qualifiée de peu respectueuse. Tous les détails, Benjamin Kwame. Ils sont membres du bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès, qui ne marche plus désormais dans la même direction que le président du parti, Edi Kombo-Ugo. Sur la table de séance, le 5e vice-président, le 7e vice-président, le 10e vice-président, le secrétaire général et le secrétaire par intérim du parti ou encore le secrétaire chargé des élus locaux. Ici, ils déroulent les dysfonctionnements et reviennent sur la crise qui a conduit à la suspension du 8e congrès du CDP. Sané Topan indique à cause de l'ambition précipitée de Edi Kombo-Ugo à accéder au pouvoir d'État, le parti a assisté à une démission en cascade de ses membres et ajoute l'indiscipline qu'aurait créée le président du parti. Il a jeté un discrédit sur l'authenticité des lettres signées par le fondateur du parti. Il instrumentalise des militants à tenir des propos orduriers et inacceptables qui sont couverts par son silence complice. La gouvernance autoritaire et dictatoriale impulsée par le camarade président est la source de toutes les déviances qui plongent notre parti dans une si longue crise. Pour eux, le président du CDP fait fi des statuts et règlements du parti dans l'application de certaines décisions et adopte même une défiance au président d'honneur, comme dans la 3e lettre de Blaise Compaoré qui demandait de reporter le 8e congrès du parti pour être solidaire aux victimes d'attaques d'Inata et la transmission du projet du budget du dit congrès. Les prérogatives du président d'honneur faisant partie des tests fondamentaux n'étant pas respectées, Edi Kombo-Ugo se trouve à ce jour isolé et délaissé. Cette conférence n'est pas dirigée contre la personne intrinsèque du camarade Edi Kombo-Ugo. Nous parlons de notre président. Nous disons qu'Edi est esselé. Il l'est. C'est réel. Il l'est. Il l'est parce que sur les 11 vice-présidents de départ, il y a eu des démissions. Il est au niveau de la présidence du parti le seul. Il est tout seul. Il est tout seul. Donc, esselé, ce n'est pas un mot trop fort. Je n'ai fait que traduire
la réalité. Sur le 8e congrès du parti qui devrait avoir lieu les 4 et 5 décembre et qui a fait objet de dissensions jusqu'à la justice, remporté d'ailleurs par Eddy Komboigo ce 9 décembre, Sané Topan et ses camarades indiquent tout de même que leur objectif est atteint et préviennent. Notre démarche répondait à 2 préoccupations. Que le congrès soit reporté ou suspendu, nous l'avons obtenu. Qu'un congrès soit convoqué dans le respect de nos textes fondamentaux, nous l'avons aussi obtenu. Eddy Komboigo est dans l'obligation d'avoir les orientations du président d'honneur pour organiser le congrès du CDP. Sans cela, il n'y aura pas de congrès. Cette crise n'est ni liée à un conflit générationnel, précisent les conférenciers. Si malgré tout ce 8e congrès se tient, ils évalueront au moment opportun, lance-t-il. Toute autre chose, et ce chiffre, 7000, c'est le nombre de personnes déplacées internes hébergées au stade régional de la ville de Kaya, venu pour la plupart de la commune de Dablo, où le contexte sécuritaire s'est détérioré ces dernières semaines. Eh bien, là-bas, dans ce camp de déplacés internes, malgré les efforts du gouvernement, la situation humanitaire demeure assez moyenne. Problèmes d'hygiène et d'assainissement et insuffisance de toilettes notamment, mais aussi et surtout énormes difficultés de nutrition. C'est la description qu'en fait le collectif Appel de Kaya qui s'est rendu sur place et qui lance un SOS aux autorités. Justin Monto. Voici un peu les conditions dans lesquelles vivent plus de 7000 déplacés internes venus de la commune de Dablo, située dans la région du centre-nord. Logés ici dans le stade régional de Kaya, cette population qui a fui la barbarie des hommes armés non identifiés dans leur région est face à une autre situation critique. Ici, le petit plat quotidien est destiné à 10 personnes, mais il va falloir être tout prêt pour en bénéficier. Côté hygiène et assainissement, sur le site, c'est une situation déplorable que l'on enregistre. Il n'y a ni toilette, ni WC. Il faut donc déféquer à l'air libre. Vous voyez, tout le monde est entassé, les gens dorment à l'air libre, avec le froid. Bon, vraiment, c'est vraiment pas bon. Une situation qui inquiète le collectif L'Appel de Kaya. Ce collectif interpelle le président du Faso pour sauver cette population. On voudrait vraiment qu'on puisse travailler très rapidement à ce que vraiment ces déplacés-là puissent repartir à Dablo. Je pense que c'est la meilleure solution vraiment de pouvoir les prendre en charge correctement. Selon le collectif, ce camp de déplacés vit aussi un problème d'enregistrement de personnes déplacées internes, chose qui rend la prise en charge très difficile ici à Kaya. Vous vous souvenez peut-être des espoirs suscités par l'apivirine, ce médicament qui avait été présenté comme un remède à la Covid-19 aux toutes premières heures de l'apparition de cette maladie, avant que son efficacité ne soit remise en cause. L'apivirine peut-il effectivement contribuer à traiter la Covid-19 ou est-il toxique pour le corps humain? Daouda Ouedraogo, étudiant en médecine, en a fait le thème de sa thèse de doctorat. Voici la réponse qu'il a donnée au cours de sa soutenance. Arsène Kolitamde. Oui, l'apivirine est un médicament efficace contre la Covid-19. Voici le principal résultat auquel aboutit Daouda Ouedraogo. Dans ses recherches pour l'obtention du grade de docteur en médecine, il montre que ce phytomédicament n'est pas toxique pour les humains. Mieux, il permet de baisser considérablement la charge virale chez les patients adultes au bout de quelques jours de traitement. Arrivé à un certain temps, on n'entendait plus parler de ce traitement, mais on nous avait dit dans les coulisses que l'apivirine était efficace. Nous pouvons retenir que l'apivirine est bien tolérée, a été bien tolérée par nos patients. L'utilisation de l'apivirine est sécurisée avec une efficacité qu'on a eu à observer, que ce soit sur le plan clinique ou sur le plan virologique. Les conditions de travail n'ont pas été du tout aisées pour le chercheur. Au regard des moyens dont il disposait, il n'a pas pu aller beaucoup plus loin. On avait des manques de moyens financiers et les patients sans signe de gravité qu'on a eu à inclure dans nos études étaient confinés à la maison. Et on était obligé maintenant d'aller chez eux à la maison pour pouvoir faire le recrutement, discuter avec eux, faire les examens que nous avons eu à faire.
nous dirons qu'il serait judicieux de réaliser une étude clinique phase 3 pour pouvoir confirmer l'efficacité de l'appui viril sur les patients atteints de Covid-19. Ce médicament de la pharmacopée africaine avait suscité beaucoup d'espoir au début de la pandémie, mais une certaine opinion avait par la suite tenté de le discréditer. Les résultats de cette thèse sonnent comme une victoire pour le docteur Valentin Agon, co-inventeur de l'apivirine. D'abord, au niveau de l'innocuité, de la tolérance, nous avons vu que l'apivirine est bien tolérée. Ce n'est pas un poison, contrairement à ce que les gens ont dit. Et ensuite, l'étudiant a montré, et les recherches ont montré que Covid meurt sous apivirine. Nous sommes fiers de cette démarche africaine de s'inviter dans la science et de prouver que l'Afrique peut compter sur ses fils et ses filles, que nous pouvons relever le grand défi des défis planétaires. Daouda Ouedraogo a été félicité par ses maîtres pour la pertinence du thème et la qualité du travail. Après avoir prononcé le serment d'Hippocrate, il est fait docteur en médecine avec la mention très honorable. Si vous avez fait effectuer la visite technique de votre véhicule ces derniers jours, vous avez sans doute remarqué un changement sur votre certificat dans le fond et surtout dans la forme. Le support a notamment changé. Il serait difficilement falsifiable, ont assuré les responsables du centre de contrôle des véhicules automobiles au cours du lancement de ce nouveau spécimen. C'était à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle station CCVA à Goncé, à la sortie est de Ouagadougou, juste en montant. Voici le nouveau certificat de visite technique élaboré par le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Désormais, au Burkina Faso, ce document automobile est délivré sur support chlorure de polyvinyle, couramment appelé PVC. L'objectif est de rendre plus pratique et résistant ce document, mais surtout de le rendre difficilement falsifiable. C'est fiable parce que n'importe qui peut l'authentifier. Au-delà des forces de l'ordre, si vous prenez le certificat, vous avez des éléments qui vous permettent de vous assurer tout de suite que c'est le vrai certificat. Il y a la carte du Burkina Faso sur un véhicule, une voiture. Il y a le drapeau du Burkina Faso. Il y a un code QR, un code barre. Et il y a le logo du CCVA en 3D. C'est aussi possible de l'authentifier à travers un téléphone portable grâce à un lecteur code QR téléchargeable gratuitement. Notons que dans toute innovation, il faut une phase de transition. Il y a des gens qui ont le certificat support papier, toujours valide. Nous avons pensé aussi à eux et tout le monde, quiconque détiendrait un certificat en support papier peut se présenter au CCVA et demander le remplacement. Et cela est gratuit pour tous les véhicules dont la périodicité est de 12 mois et dont la visite technique arrive à expiration le 31 mars 2022. Lancement d'un nouveau certificat, mais aussi inauguration d'une nouvelle station CCVA ici à Goncé, à proximité de l'université Thomas Sankara, située à la sortie de Ouagadougou. Le but est de soulager le siège CCVA centre-ville. Nous inaugurons aujourd'hui un premier hall qui est exclusivement dédié aux poids lourds. Voilà. Parce qu'effectivement, lorsque vous regardez au siège, lorsque rapidement 2 ou 3 poids lourds gardent devant la porte, vous êtes carrément pris, c'est vraiment des déviations. Et donc nous avons voulu que ces poids lourds-là soient déviés vers justement cette sortie de Ouagadougou pour permettre que naturellement leur visite puisse se faire en toute sérénité sans véritablement encombrer la façade du siège. C'est des équipements qui sont faits pour les poids lourds, mais naturellement les poids légers également peuvent se présenter. Celui qui estime qu'au niveau du siège, ça peut prendre du temps, il vient ici, c'est un peu plus rapide. La ville de Ouagadougou dispose désormais de 2 stations CCVA. Pour l'heure, les véhicules poids lourds feront leur contrôle technique ici, à Goncé. Dans un autre registre et dans un contexte sécuritaire de plus en plus difficile, la question du respect des droits humains s'impose davantage et bien les organisations de la société civile agissant dans ce secteur peuvent bien compter sur le soutien du Danemark qui met en place le projet Promotion des droits humains, de la paix et de la cohésion sociale. Comment tout cela sera mis en œuvre? Élément de réponse, Maxime Ilboudou.
Au Burkina Faso, l'insécurité grandissante et les contestations sociales ont mis à mal la gouvernance et les droits humains. Face à cette situation pérennisante, le Danemark apporte son soutien aux organisations de la société civile à travers le projet Promotion des droits humains, de la paix et de la cohésion sociale. L'idée ici est de renforcer leurs connaissances et leur capacité d'intervention sur le terrain en matière de promotion du vivre ensemble. Il s'agit d'une intervention de 7 milliards pour que les organisations actives dans ces secteurs puissent mener un certain nombre d'actions permettant à ce que les droits humains soient respectés davantage, que la paix soit préservée et que les conflits qui sont en train de prévaloir par-ci, par-là dans nos communautés puissent être mitigés. Sont éligibles les organisations de la société civile qui ont une forte capacité de mobilisation citoyenne et celles qui ont une capacité d'interpellation. Un appel à proposition a été publié. La procédure de sélection est même en cours. Les actions d'intervention des organisations de la société civile qui seront retenues vont débuter en janvier prochain. C'est un projet qui vient en renfort aux efforts du gouvernement parce que nous sommes dans une situation de contexte difficile avec l'avènement du terrorisme et je crois que ce projet va renforcer la cohésion sociale et puis le vivre ensemble pour que les femmes et les enfants pour qui nous travaillons plus, trouvent leur place dans cette société menacée. Financé par l'ambassade du Royaume du Danemark à hauteur de 7 milliards de francs CFA, le projet bénéficie du soutien de l'unité d'appui technique. Ce projet n'est pas une construction spontanée, pas du tout. Il s'appuie sur des enseignements tirés des précédentes interventions dans le cadre de programmes bilatéraux, Danemark-Burkina Faso, de renforcement de la société civile, afin qu'il joue véritablement son rôle de veille citoyenne, de plaidoyer et d'interpellation de décideurs, de mobilisation de citoyens, de prévention et de sensibilisation pour le changement dans les domaines de la gouvernance démocratique, de la promotion et la protection des droits humains, spécialement en matière d'accès des citoyens à leurs droits, notamment les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés. Dans la mise en œuvre du projet, les organisations de la société civile seront en première ligne dans la promotion des valeurs démocratiques. Il couvre la période 2021-2025. Et maintenant, la réponse du ministère en charge de l'enseignement supérieur au lendemain des 48 heures de grève des étudiants dans les universités publiques lancée par l'ANEB. Gestion du restaurant universitaire, durcissement des conditions d'octroi de la bourse et du FONER, dysfonctionnement du système LMD. Eh bien, sur toutes ces questions et tous ces griefs soulevés par les étudiants, le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur s'est expliqué en se montrant parfois assez ferme sur certains points. Abdou Karim Banda, Archimède Boy. Les associations estudiantines sur le campus ne doivent nullement signifier campus mort. C'est la déclaration du secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur au cours de cette conférence de presse ce vendredi. Une réaction qui intervient un jour après la grève de 48 heures tenue dans les universités publiques à Ouagadougou à l'appel de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants burkinabés. Pour le professeur Mahamadou Sawadogo, aucun écart ne sera toléré lors des manifestations d'humeur des étudiants sur les campus. Il soutient que la relecture en cours du décret portant franchise universitaire et liberté académique sera renforcée, mais cela ne signifie aucunement une restriction des libertés. Je veux dire, si vous êtes par exemple en grève, vous êtes de l'ANEB, vous êtes de l'UGEP, vous êtes, je ne sais pas, FSIBF, vous avez décidé d'aller en grève parce que vous avez des différends avec le patronat. C'est normal. Nous tous, on a été syndicalistes. Et peut-être même qu'on l'est encore. C'est normal. Mais je dis, votre liberté ne doit pas venir entacher la liberté des autres. Vous êtes sur le campus, vous manifestez. On vous laisse marcher. Mais à partir du moment où vous commencez à empêcher, à l'aide de vos piquets de grève, vous empêchez ceux qui ne veulent pas suivre le mouvement, vous les empêchez d'aller en classe, alors là, l'administration a le droit de faire appel à qui de droit pour vous remettre à l'ordre pour respecter les franchises universitaires que vous-même, vous avez mis en place. Concernant le FONER, l'aide et le prêt financier accordé aux étudiants, les conditions d'octroi ont été revues. La moyenne pour y avoir accès est passée de 5 à 8.
Le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur donne les raisons de cette mesure dénoncée par l'ANEB. Vous prenez les étudiants, vous êtes 1000. Il y a à peine 300 qui viennent composer. Et parmi les 300 qui composent, il y a près de 150 qui n'ont pas composé dans plus de 3 matières. Pourquoi ils ne composent pas dans les autres matières? Ils ont fait un choix. Je compose seulement dans les 3 matières parce que ces 3 matières me permettent d'avoir le 5 de moyenne. Sans le 5 de moyenne, je ne vais pas au fondé. C'est très simple, on n'a pas besoin d'être un charlatan pour le savoir. Voilà. Et c'est ce qu'on dit qu'il faut arrêter. Pour ce professeur d'université, la dette contractée par l'État pour le FONER s'élève aujourd'hui à plus de 20 milliards de francs CFA. Le FONER n'arrive pas à mettre la main sur certains bénéficiaires, rendant ainsi le remboursement difficile. Mais il y a ceux qu'on n'arrive pas à identifier, mais il y a ceux même qui se cachent pour ne pas qu'on les identifie. Alors que ça devait être un acte patriote, volontaire. L'étudiant qui a eu cet argent pour se former et qui travaille devait avoir le réflexe logique de venir rembourser cet argent. C'est de ça qu'on parle. Donc je dis, je répète, la faute incombe plus à l'étudiant qu'à l'administration. À propos des résidences universitaires fermées et le transfert des étudiants vers la cité de l'IDS, le professeur Mahamadou Savadogo donne les principales raisons qui ont motivé cette décision. L'inadaptation de ces cités à l'hébergement étudiant, l'éloignement de ces cités avec les sites de prise de cours pour la grande majorité des étudiants UJKZ et le CIAO. Le nouveau site IDS les en a rapprochés. L'éloignement de ces cités d'avec les sites de restauration. La digitalisation amorcée pour l'accès aux restaurants universitaires n'exclut aucun étudiant, affirme le secrétaire général du dit ministère, qui rassure par ailleurs que les difficultés de transport via la Sotraco rencontrées par les étudiants sont en phase d'être résolues. Vous l'avez vu, les images à Kaya, les déplacés internes en difficulté, eh bien, l'une des conséquences de ces déplacements massifs des personnes dues à la situation sécuritaire, c'est l'augmentation des risques sanitaires avec son corollaire de hausse en besoin des poches de sang. La solidarité s'organise, les initiatives se multiplient dans ce sens et c'est dans cet élan que s'est inscrit l'UNIR MPS. Le parti lance une campagne de dons de sang qui démarre ce vendredi, où ont annoncé les responsables de cette formation politique. Arsène Konitamdeyi était son compte rendu. Selon les données du Centre national de transfusion sanguine, 77 779 poches de sang ont été collectées en 2017. Un chiffre qui a connu une hausse en 2018, passant à 84 370 poches. Mais fort est de constater que ces performances sont en deçà des attentes. Les besoins en 2018 se chiffraient à 202 441 poches par an. La crise sécuritaire a davantage accentué ce manque et l'UNIR-PS veut voler au secours des personnes dans le besoin en initiant une collecte de sang. Les Burkinabés ne donnent pas suffisamment de leur sang. C'est au regard de cette situation que nous avons pris sur nous, à l'UNIR MPS, cette responsabilité d'abord d'interpeller les militantes, les militants et les sympathisants à donner leur sang. Il faudrait que l'ensemble des Burkinabés puissent faire preuve de cette solidarité. Pour mieux coordonner cette campagne, un comité de gestion d'une dizaine de membres est mis en place. Il aura un mois environ pour organiser cette opération afin de collecter le maximum de poches au profit des déplacés internes. En plus des poches de sang, l'UNIR MPS veut aussi récolter d'autres dons de diverses natures. Également, il y a des dons divers de toute nature qui sera également entrepris dans les 13 régions. Tout ce que tout Burkinabé peut avoir, des habits, des vivres, il est impérieux, il est urgent parce que les personnes déplacées internes qui sont les bénéficiaires ont besoin de notre soutien,
ont besoin de notre empathie, ont besoin de notre solidarité. La décision d'organiser cette opération a été prise à la sortie du congrès de l'UNIR-MPS. Les appels à contribution sont lancés et tous les Burkinabés sont invités à faire parler leur cœur pour soulager un tant soit peu les personnes déplacées internes. Crise politique, crise sécuritaire, crise économique, crise des valeurs, manque de confiance envers les leaders. Eh bien, l'Afrique traverse une phase charnière de son histoire démocratique. Quels sont les choix à faire pour permettre aux plus jeunes d'emprunter la meilleure voie? Eh bien, la question était au centre d'une conférence publique organisée à l'Université Joseph Kizerbo dans le cadre des activités du Ciné Droit Libre. Amadou Diko, Justin Monton. L'édition 2021 de Ciné Droit Libre veut marquer un grand pas dans la démocratie. Ce 6 décembre, ici à l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, formateurs et étudiants sont en dialogue démocratique. Pour ces acteurs, la jeunesse africaine, c'est le futur de l'Afrique. Malheureusement, cette jeunesse est emprisonnée par un leadership qui n'est pas en phase avec la démocratie ni avec le développement du continent africain. J'ai posé le problème des constitutions qui ne sont pas opérationnelles, qu'on a copiées du maître du système colonial. On n'a rien cherché dans notre héritage, dans notre passé, dans la grandeur de l'Afrique pour nous inspirer. La plus grande tragédie du siècle dernier pour l'Afrique, ça peut être peut-être la question de Thomas Sankara, quand un jeune Africain s'est levé avec beaucoup de sympathie, de charisme, poser des questions simples sur la dette africaine, sur la pauvreté, sur comment unir ce continent et aller de l'avant. On a pensé que la meilleure façon de régler ce problème, c'était de le tuer. Une triste réalité qui maintient le continent africain dans un retard démocratique. Il faut vite revoir la base et aller au-delà des discours. Ce n'est pas les discours de Va-t-en-guerre qui vont régler la question démocratique, non. C'est d'observer profondément que nous sommes dans un système où la sélection des dirigeants est biaisée. Il faut changer la sélection des dirigeants. On a besoin de faire en sorte que la conscientisation montre que les idées sont fondamentales en démocratie, la vertu humaine est fondamentale. Donc c'est un travail quotidien qui ne va pas arriver demain matin, mais ce qui est le plus important, c'est la dynamique. Plusieurs défenseurs de la démocratie africaine sont souvent trahis et supprimés par nous-mêmes Africains. Parfois, pour des intérêts personnels. Il faut que la jeunesse travaille pour redonner au continent africain la valeur qu'il faut pour son développement. Voilà, je vous le disais en début de journal, c'est un journal assez spécial ce vendredi. Dans quelques minutes, peut-être même quelques secondes, nous allons avoir le discours du chef de l'État dans le cadre du 11 décembre. Mais avant, nous recevons sur ce plateau le docteur Urbain Yaméogo, enseignant-chercheur, conseiller spécial du président du FASO et membre du bureau exécutif du MPP. Avec vous, nous allons débriefer le discours, l'allocution du chef de l'État. Ça sera dans quelques instants. Mais avant, docteur Urbain Yaméogo, comment vous analysez ce 11 décembre célébré dans une sobriété en tout cas marquante? Merci, M. Kwame. Je vous remercie de votre invitation sur votre plateau. Tout d'abord, le contexte de la célébration du 61e anniversaire du 11 décembre est surtout marqué par un esprit de deuil. Notre peuple a été lourdement frappé par un deuil, une douleur sans précédent avec la mort de beaucoup de nos forces de défense et de sécurité, des VDP et des civils. Absolument. Dans ce contexte, on ne peut pas célébrer le 11 décembre comme pour les années passées dans un esprit festif. Je crois que c'est très bien pensé d'inscrire ce 11 décembre dans un esprit de sobriété. Voilà. Je crois que nous sommes prêts pour écouter l'allocution du chef de l'État.
Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes de la diaspora, la célébration du 61e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale m'offre l'occasion de saluer la résilience du peuple burkinabé dans le contexte actuel de crise sécuritaire et sanitaire. Elle se tient à un moment où nous portons encore le deuil de nos valeureux fils et filles, forces de défense et de sécurité, paramilitaires, volontaires pour la défense de la patrie et civils tombés sur le champ d'honneur de la lutte contre le terrorisme. Elle se tient aussi à un moment où nos populations continuent de subir les exactions lâches commises par les ennemis de nos valeurs politiques et socio-culturelles. Cette année, le 11 décembre est célébré dans la sobriété pour respecter la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. J'ai une pensée pieuse pour elles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Aux familles des victimes, je renouvelle ma compassion et mon soutien. À tous les déplacés internes du fait de l'action terroriste, j'exprime ma solidarité et celle de la nation entière. Peuple du Burkina Faso, compatriotes de la diaspora, les moments difficiles que nous traversons et qu'endure avec honneur notre vaillant peuple ne sont pas insurmontables. Et l'histoire héroïque de nos ancêtres nous l'enseigne. Autant c'est dans la douleur, mais avec dignité, que nous faisons face à toutes ces adversités, autant nous ne devons à aucun moment nous départir de la conviction que c'est à nous qu'il incombe le devoir historique d'être les artisans de la victoire dans cette guerre injuste qui nous est imposée. Pour y arriver, chers compatriotes, je vous engage au rassemblement et à l'engagement. Rassemblement autour de nos vaillantes forces combattantes et des valeurs fondatrices de la République. Engagement ensuite de la nation dans un élan patriotique pour faire face à ce péril terroriste en nous appuyant sur une gouvernance vertueuse marquée du sceau de l'intérêt général et du bien commun. Burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, l'histoire de notre peuple a ouvert des plaies, ce qui explique sans doute aujourd'hui l'attitude équivoque de certaines personnes face au terrorisme. Et pourtant, nous devons avoir le courage de nous regarder en face pour solder tout ce passif douloureux, sans fuite en avant, en crevant l'abcès afin de créer les conditions propices d'un nouveau départ. C'est pour cela que j'ai fait de la réconciliation nationale une priorité majeure de mon second et dernier quinquennat, convaincu que le terrorisme au Burkina Faso est alimenté et entretenu par la haine née de notre histoire politique récente. Cette réconciliation, nous la réaliserons tous ensemble pour en finir une fois pour toutes avec les rancœurs. Cependant, nous n'y arriverons pas en occultant les crimes sans la vérité, sans la justice et sans le pardon des victimes. Nous vivons un moment inédit de notre histoire commune où chaque acteur ou actrice doit en toute humilité reconnaître sa part de responsabilité et s'engager pour que nous tournions ensemble définitivement la page. C'est pourquoi, face à cette colère légitime engendrée par le lourd bilan humain du terrorisme et au regard du nombre de personnes déplacées internes, j'invite les Burkinabés à ne surtout pas se tromper d'adversaires ni d'ennemis. À ma qualité de chef suprême des armées, je ne serai jamais pris à défaut dans notre commune volonté de vaincre les forces du mal qui utilisent notre territoire pour y commettre les trafics et crimes les plus abominables. Aussi, devons-nous prendre garde à ne pas tomber dans le piège sournois de l'ennemi qui use de tous les stratagèmes pour amener certains d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, à faire leur jeu pour s'aimer le chaos au Burkina Faso. Peuple du Burkina Faso, je réaffirme mon engagement aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, de nos volontaires pour la défense de la patrie, de nos populations résilientes et de nos différents partenaires dans cette lutte contre le terrorisme. Tous les Burkinabés doivent être de ce combat. C'est le seul qui vaille la peine aujourd'hui d'être mené.
Je vous invite aussi à un sursaut national, à une véritable prise de conscience sur les priorités qui doivent être les nôtres. Ce sont notamment l'union sacrée des filles et fils de notre patrie dans la lutte implacable contre le terrorisme, le retour de l'administration et des personnes déplacées internes dans les zones désertées, la sécurisation de toutes les zones infestées par les groupes armés terroristes, la poursuite de la mise en place des services sociaux communautaires de base dans les différentes localités, la réorganisation de la défense opérationnelle du territoire impliquant une plus grande participation des populations, la consolidation de la citoyenneté démocratique pour le développement et le retour à la paix. Toutes les réformes engagées au sein des forces de défense et de sécurité et dans l'administration s'inscrivent dans cette optique. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes de la diaspora, les festivités tournantes du 11 décembre devaient normalement prendre fin à Zignaré cette année. Pour les raisons que vous connaissez, le gouvernement a décidé de ne pas célébrer la fête de l'indépendance comme à l'accoutumée. Ce n'est que partie remise. Je tiens à féliciter les forces vives de la région du Plateau central pour leur engagement à réussir cet événement. Dignes héritiers de nos devanciers, le 61e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale nous interpelle. Mettons-nous à la hauteur des responsabilités historiques qui sont les nôtres. Nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie, ont besoin de notre soutien. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des filles et des fils de notre nation à consentir l'effort de guerre, chacun en fonction de ses possibilités. Le gouvernement recevra les instructions nécessaires pour la mise en place d'un dispositif de collecte et de gestion transparente des contributions. Ensemble, conjuguons nos efforts pour la sécurité, la paix et le développement harmonieux de notre pays, le Burkina Faso. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma gratitude à nos autorités coutumières et religieuses, à toutes les associations et structures de la société civile qui ont fait de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale leur cheval de bataille. Bonne commémoration du 11 décembre 2021. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Retour sur ce plateau pour débriefer le discours du chef de l'État et nous sommes avec le docteur Urbain Yaméogo. Il est conseiller spécial du président du Faso et membre du bureau exécutif du MPP. Docteur Yaméogo, on revient avec vous. On vient de suivre ensemble l'allocution du président du Faso.
il n'y a pas de changement notable ni dans le fond ni dans la forme. Je disais qu'il n'y a pas de changement notable ni dans le fond ni dans la forme de l'allocution du président du Faso. Je n'ai pas la même lecture que vous, M. Kwame. Quelle lecture est-ce que vous en faites alors? Alors, tout d'abord, en écoutant le discours du président du Faso, j'ai noté un certain nombre d'éléments. Allez-y. Dans un premier temps, le président du Faso a salué la résistance, la résilience du peuple burkinabé à faire face à toutes les situations qui peuvent lui arriver. Dans un deuxième temps, il a salué la mémoire de tous nos vaillants combattants qui sont tombés sur le champ d'honneur. Ça fait 6 ans qu'il le fait, mais poursuivez, allez-y. Ensuite, le président du Faso a présenté le contexte actuel dans lequel se tient la célébration du 11 décembre, qui est marquée par la crise sécuritaire et sanitaire. Voilà. Et ensuite, oui, allez-y, continuez. Ensuite, après ce constat, il a défini des objectifs. Je crois au nombre de 6. Il a terminé son discours par 2 appels essentiels. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas la même lecture que vous, parce que quand même, après avoir analysé toute la situation, présenté le contexte actuel et tout, il a défini des objectifs précis et il a lancé des appels au peuple burkinabé pour qu'on puisse faire face à la situation. Quels sont les appels que le chef de l'État a lancés, notamment? Alors, le premier appel que le chef de l'État a lancé, il a fait un appel au peuple burkinabé pour que, c'est-à-dire la génération actuelle, il demande aux Burkinabés de nous mettre, d'assumer notre responsabilité historique. Il a fait appel à plusieurs reprises à l'histoire du Burkina Faso. Oui, enfin, attention, ici, il fait l'appel à pouvoir assumer notre responsabilité historique. Vous savez que chaque génération a une responsabilité sur le plan de l'histoire qu'elle doit assumer ou la trahir. Il appelle le peuple burkinabé à assumer cette responsabilité historique pour pouvoir faire face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et je trouve que cela est très important. Exactement. Le deuxième appel, il a fait un appel aux Burkinabés à consentir un effort de guerre. Je crois que ça aussi, c'est des éléments importants. Parce qu'il fait comprendre à tous les Burkinabés que la situation de guerre à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est de la responsabilité de tous les Burkinabés, de tous les patriotes. Quand le président parle d'efforts de guerre, comment cela pourra-t-il être organisé? Dans quel sens? Effort de guerre, dans quel sens? Sur le plan financier, il faut que les jeunes commencent à s'enrôler, à s'engager en masse dans l'armée, au niveau des volontaires pour la défense de la patrie. Quand il parle d'effort de guerre, c'est dans quel sens, selon vous? Bien. Dans l'effort de guerre que nous avons, vous savez très bien, pour un pays, pour faire face à la guerre, à une guerre, il y a un certain nombre d'éléments importants pour pouvoir supporter, pour pouvoir soutenir et pour pouvoir résister. Et à ce niveau, comme vous l'avez dit, les aspects financiers ici sont très importants. C'est-à-dire des contributions financières pour permettre de soutenir et les combattants sur le terrain, 2, les familles des combattants, 3, pourquoi pas, soutenir les blessés de guerre qui sont là. Donc, il a lancé cet appel pour que tous les gouvernements prennent conscience de la situation. Et il a dit qu'il va donner des instructions au gouvernement pour mettre en place un dispositif de collecte et également une gestion transparente des contributions qui seront faites. Donc pour moi, il peut y avoir la contribution financière, mais il peut aussi avoir des contributions en nature.
notamment dans les zones de guerre, dans les zones qui sont vraiment touchées, les zones rouges comme on le dit, mais on peut faire des apports, des appuis en céréales, en aliments. On peut faire des appuis en secours sanitaire, etc. Tout cela entre dans le premier appel lancé par le chef de l'État, c'est-à-dire assumer la responsabilité historique. On est devant une situation absolument difficile et il faut que chaque Burkinabé prenne ses responsabilités devant l'histoire. Devant l'histoire, dans le sens de l'effort des guerres, de la participation, de l'information, du soutien à l'armée, à la politique. Je pense que c'est un message fort. C'est un message très fort. Qui a été entendu. Le chef d'État aussi a parlé de réformes. Surtout dans le sens de la bonne gouvernance, parce que pour que les populations puissent entendre ce message de responsabilité devant l'histoire, il faut que les politiques aussi prennent les responsabilités devant l'histoire, surtout dans le sens de la bonne gouvernance. Et là, pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, il a bien précisé, il fait un appel et il lance à une gouvernance vertueuse. Cela veut dire, à mon sens, un appel à la responsabilité dans la gestion de la chose publique. Absolument. Et chacun doit apprendre à assumer les responsabilités des actes qu'il va poser dans le cadre des responsabilités publiques. Et pour cela veut dire qu'il n'y aura pas d'impunité. Cela veut dire aussi que tout responsable de l'État, tout agent de l'État qui amènerait à poser des actes à un certain niveau doit être prêt à assumer aussi les actes qu'il pose. Donc, ça veut dire que, à la date d'aujourd'hui, à mon sens, c'est comme si, comment on appelle ça encore, c'est pas un tocsin, mais il donne le cap. Il a donné le cap. Un nouveau cap. Il donne un nouveau cap pour une gouvernance vertueuse. Alors, est-ce que, ça c'est une question un peu difficile, je vous la pose quand même, est-ce que vous êtes, convaincu que 6 ans après, le chef de l'État sera capable, par exemple, de sanctionner un de ses proches qui sera mêlé dans une affaire pas assez claire sur le plan financier? Pour l'instant, on n'a eu aucun exemple dans ce sens. Il y a eu tellement de scandales financiers au niveau des COSIAM, tellement de scandales financiers qui ont éclaboussé certains ministres, qui n'ont jamais été inquiétés, même pas remplacés au sein du gouvernement pour laisser l'enquête aller jusqu'au bout. Est-ce que vous croyez que maintenant, le président du Faso est capable de faire sa mue, de changer, de dire maintenant, c'est terminé, que vous soyez mon ami, mon frère, mon épouse, mon enfant, ou je ne sais qui, vous allez être sanctionné si vous êtes pris la main dans le sac. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Je pense et je crois que c'est faisable. Et je vous dis aussi que je crois que ce que nous avons connu pendant le premier mandat du président du Faso, ma lecture à moi, c'est que le président a laissé jouer, il a laissé faire le jeu démocratique. Il a laissé les différents pouvoirs s'exprimer, s'assumer. Alors, vous avez parlé de malversations par-ci, par-là, etc. Mais quand il y a des malversations, il y a des procédures judiciaires. Et lorsque l'appareil judiciaire est en marche et connaît des affaires, il n'appartient pas à l'exécutif de s'y mixer ou de donner des directives ou d'accélérer ou de faire ceci ou de faire cela. Le chef de l'État a joué son rôle en laissant la justice assumer ses responsabilités en toute indépendance. Maintenant, si cela peut être considéré comme si c'est une protection de ceci ou des proches, je ne crois pas. Je pense sincèrement que si l'appareil judiciaire a conduit un certain nombre d'enquêtes, aboutir à des résultats et doit poser des actes, ce n'est pas le président du Faso qui va s'y mixer ou s'imposer ou être un frein à la réalisation de ces actes posés par la justice. Je ne crois pas. Maintenant, dans la situation à laquelle nous vivons aujourd'hui, il appartient clairement qu'il faut de nouveaux paradigmes. Peut-être c'est approcher la justice, connaître peut-être les difficultés que cette institution rencontre pour pouvoir aller avec célérité sur certains dossiers et voir comment l'exécutif peut l'accompagner à y aller. C'est-à-dire que le président du Faso, par rapport à la situation actuelle, va avoir un regard très fort sur les questions de justice, sur les questions de la gestion de la chose publique, sur la question de la gouvernance vertueuse.
Je crois que c'est le signal fort qu'il donne. Voilà, parlant toujours de justice, le président du Faso a donné une réponse à cette partie de la population qui estimait que les procès qui sont en cours ne sont pas importants. Il a dit qu'il ne faudrait pas qu'on occulte les responsabilités en termes de crimes de sang. Il faut que les personnes qui ont commis des crimes de sang puissent payer et que la justice soit dite. Il a dit ce soir aussi, c'est une forme de réponse à ceux qui pensent que le procès pour l'assassinat de Thomas Sankara, pour le putsch militaire, n'était pas assez important vu la situation sécuritaire. Ben oui, je crois qu'il n'a fait que réitérer sa lecture et sa vision des choses depuis un certain temps, où le président du Faso est convaincu que nous ne pourrons pas aboutir à une cohésion sociale forte, à une réconciliation nationale, tant que les questions qui ont déchiré notre pays, tant que les problèmes qui ont été des problèmes douloureux que nous avons vécus, continuent à diviser les Burkinabés. Donc, de mon point de vue, le président du Faso tire la sonnette d'alerte pour dire qu'il faut véritablement qu'on ait le courage de nous regarder en face, connaître la vérité des différents événements, passer par la justice et ensuite au pardon pour aboutir à une réconciliation nationale et à la paix. C'est vraiment important. Le chef de l'État a dit deux mots qui, moi, ont retenu mon attention. Il a parlé de rassemblement et d'engagement dans son discours. Tout à fait, effectivement. Pourquoi le chef de l'État insiste sur ces deux mots-là? Alors, le rassemblement, c'est un appel, parce que sa première priorité, c'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée des fils et des filles du Burkina Faso pour faire face à la situation de guerre. Tant que nous serons divisés, il va nous être très difficile. Tant que nous serons... ça va nous être très, très difficile de faire face à la situation tant que nous ne sommes pas unis. Donc, le premier appel, c'est à l'union sacrée des fils et des filles du pays, qui correspond à ce que vous avez relevé. Tout à fait. L'union sacrée, mais l'engagement... Et l'engagement, parce que à travers l'union sacrée, ça nous permet tous de nous rassembler sur des objectifs précis. Et ces objectifs-là, ce sont les 6 objectifs que le président a définis. Hein? Donc, pour moi, il a défini ses objectifs et il a invité tous les Burkinabés à se rassembler et à s'engager. Donc, c'est un appel au patriotisme que le chef de l'État fait. On doit se rassembler, on doit s'engager autour des objectifs qu'il a définis, ce qui va nous permettre de faire face à la situation de guerre et, bien entendu, de remporter des victoires parce comme il a dit, nos ancêtres ont été des vaillants, ils ont remporté des victoires, ils ont maintenu ce pays en entier qu'ils nous ont légué et nous avons le devoir de défendre ce patrimoine et de le léguer aussi à nos enfants. Voilà. Eh bien, pour que tout cela marche, il faut tout un gouvernement pour pouvoir coordonner et organiser toutes les actions qui doivent être menées. Vous savez que l'ancien gouvernement a démissionné, le chef de l'État avait promis un gouvernement resserré. Eh bien, on apprend ce soir la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le secrétaire général du gouvernement vient de l'annoncer chez nos confrères de la RTB. M. Lassina Zerbo, ex-secrétaire exécutif de l'OTIS, est nommé Premier ministre du Burkina Faso en remplacement de Christophe Dabiré. Vous le connaissez, Lassina Zerbo? Bon, il n'y a pas de Burkinabé qui ne connaîtrait pas M. Zerbo Lassina, parce que c'est d'abord un Burkinabé, il était en Autriche, et comme vous l'avez dit, il était secrétaire exécutif d'une institution internationale. Et je crois que c'est un choix judicieux. C'est un choix judicieux. De toutes les manières, il sera attendu au pied du mur. Quand on est Premier ministre au Burkina maintenant, on n'a pas besoin d'attendre un mois pour savoir de quoi vous êtes capable. Dans les premières semaines déjà, on verra de quoi il sera capable. Avec son nouveau gouvernement, on verra comment le gouvernement sera resserré. Et puis, est-ce que ce gouvernement va pouvoir produire des résultats
pas dans les médias, peut-être aussi c'est la communication qu'il faut soigner aussi au niveau du gouvernement, c'est qu'on n'obtiendra pas la paix, la sécurité en un jour, en 2 jours, en 1 mois, en 2 mois, quand la crise est aussi profonde. Il faut du temps, il faut des actions et il faut aussi de la patience. Merci, Monsieur Urbain Yameogo, merci d'être venu sur ce plateau et merci pour toutes ces analyses pertinentes que vous avez faites du discours du chef de l'État qui a parlé de rassemblement, d'engagement, d'efforts de guerre, de responsabilité devant l'histoire, de rendre ce pays comme nous l'ont légué nos aïeux, nos ancêtres. Et vraiment, c'est un discours important. Merci d'être venu. Urbain Yameogo, vous êtes conseiller spécial du président du FASO, membre du bureau exécutif du MPP. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité sur votre plateau. C'est nous, c'est nous. Bonne Voilà, c'est continuation. la fin de ce journal. Je vous le disais, un journal assez spécial. Information importante à retenir ce soir. Le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre, Lassina Zerbo. Il était récemment au niveau de l'Otis. Il est maintenant le nouveau Premier ministre du Burkina. L'annonce de sa nomination a été faite par le secrétaire général du gouvernement il y a quelques instants chez nos confrères de la RTB. Plus d'informations sur cette nomination dans nos prochaines éditions. Au revoir. Merci pour votre patience. Au revoir.